Messieurs, bonsoir. Le 20h, voici les titres. Le budget validé de la campagne agricole 2022 est arrêté à 70 milliards, dont 40 destinés à l'achat d'engrais. Il a connu une hausse de 10 milliards par rapport à la campagne précédente. Nous en parlerons avec le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé, et notre invité ce soir. Delta, une nouvelle variété de pastèque à exporter. Le projet est porté par Serigne Bassirou Abdoukhadre Mbacké dans un partenariat sénégalo-marocain. Ce projet qui renforce la grande production à Pout intègre un dara pour une formation islamique basée sur le travail. Les doléances des producteurs et commerçants de la zone des Niayes au ministre du Commerce. Elle a effectué une tournée pour s'enquérir de l'état de la production dans cette zone maraîchère. Bienvenue à tous. Sachez d'abord que le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a rencontré ce matin à Paris des compatriotes sénégalais venus d'Ukraine en compagnie de l'ambassadeur du Sénégal en France et du consul à Paris, Maître Aïssata Tall Sall, leur a apporté le réconfort du chef de l'État. Ces Sénégalais qui sont passés par la Pologne ont salué la diligence de toutes les autorités consulaires sénégalaises, que ce soit en Pologne ou en France, pour l'accueil administratif jusqu'à leur mise en sécurité hors des tensions militaires. Les producteurs et opérateurs de la zone des Niayes ont présenté leurs doléances au ministre du Commerce. Assoma Aminata Diatta a effectué une tournée dans différentes localités, dont Diogo, Fass Boye et Mboro. Le reportage de Dame Silla. Cette visite dans les Niayes a permis au ministre du Commerce de rencontrer les différents acteurs qui intervient dans le secteur de l'horticulture dans la zone. À Fass Boye, Diogo, Mboro, Notto-Gouye-Diama et autres, partout, producteurs, opérateurs et commerçants ont exprimé leurs attentes et satisfactions. L'État a fait des efforts. L'État a subventionné l'engrais urée à la hauteur de 113,33%. Parce que l'engrais urée coûtait 750 000 francs la tonne, soit 37 500 francs le sac. L'État a fait des efforts en les subventionnant à la hauteur de 73,30%, ce qui nous revient aux producteurs 10 000 francs le sac. Cette année, la production est en baisse comparée à l'année dernière. La qualité des semences, les suffisances des quantités d'engrais ont fortement influé sur les rendements selon les producteurs. La chaleur aussi est pointée du doigt. Les rendements ont connu une baisse notoire parce que les producteurs n'ont pas suffisamment d'engrais. L'absence d'engrais constitue un fait vraiment nocif pour avoir une production normale. Également, il y a le climat parce qu'il y a de ces producteurs qui ont produit la pomme de terre et qui n'ont jamais obtenu même un mois de fraîcheur. Et cela a des conséquences néfastes sur la production de pommes de terre parce que nous savons tous que la pomme de terre s'intéresse à un climat clément aussi. Et donc, c'est cette situation qui contribue également au même moment à cette baisse de rendement. Dans les champs, magasins de stockage comme sur le marché, la chaîne de production et de commercialisation ne connaît pas de rupture. Les prix aussi restent stables. Au terme de cette visite, le ministre du Commerce a réitéré son engagement à assister et accompagner les acteurs des différentes filières horticoles de la zone. De nouveaux mécanismes seront mis en place pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Alhamdulillah, il y a des progrès qui sont notés, mais le travail doit se poursuivre tout au long de la campagne de commercialisation pour que les producteurs ne rencontrent plus de difficultés. Mais je dis également aux producteurs que nous avons initié l'année dernière un projet de marché à terme qui va aider les producteurs à ne plus connaître ces difficultés. Le ministre a par ailleurs annoncé l'arrêt de l'importation de certaines spéculations comme la pomme de terre, l'oignon, la carotte, de mars à juin prochain, pour permettre aux producteurs nationaux d'écouler leurs marchandises.
L'exportation d'une nouvelle variété de pastèque, la Delta, avec 1200 tonnes par campagne et en 3 saisons. L'initiative est de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké à travers un partenariat avec des Marocains. Elle relance la grande production de haricots, d'oignons et de pastèques à Pout. Ce projet intègre aussi un dara pour une formation islamique basée sur le travail. Le reportage à Pout de Habibou Mbaye. De la pastèque exhibée comme un trophée au milieu d'un champ de 500 hectares. Une bonne récolte que des agriculteurs venus du Maroc ont hâte de montrer aux propriétaires de ce champ dénommé Touba Taïsiroul Assir à Pout, acquis en 2009 par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Le chef religieux était venu pour constater la récolte avant son acheminement vers l'Espagne. Un grand honneur pour nous et pour tout le groupe marocain. Et nous sommes au service de l'agriculture parce qu'on a une large expérience au Maroc. Et je confirme encore qu'il y a un grand potentiel au Sénégal. C'était juste pour exporter du Maroc vers le Sénégal. Mais lorsque nous sommes venus ici, on a trouvé beaucoup d'opportunités d'investir au Sénégal, surtout dans le domaine agricole, étant donné qu'il y a assez de terre, il y a assez de main-d'œuvre, il y a assez de soleil, et c'est un marché sûr, puisque c'est contre-saison par rapport au Maroc et par rapport à l'Europe. C'est pour cela qu'on a fait la première expérience d'export de pastèque dans le champ de Serigne Bass, notre marabout. C'est pour juste, à titre d'essai, parce que 25 ou 30 hectares, c'est petit par rapport à la taille du groupe, alors qu'on peut imaginer sur 400-500 hectares facilement. Une nouvelle variété de pastèque dénommée Delta, dont la dégustation est la preuve de sa saveur délicieuse. 1200 tonnes à exporter vers l'Espagne. ñi sant bu baax ci ñëw gi nga ñëw ci sa tool bi nga xam ne yàlla def na am na diir yàgg na ba nga ko fàggoo ngir man fee ñëw liggéeyal fi sëriñ bi. C'est un champ acquis il y a longtemps et la nouveauté que vous avez su insuffler est l'implication des partenaires marocains pour introduire une nouvelle variété de pastèque greffée. Les 1200 tonnes récoltées dans la campagne seront exportées vers l'Espagne. Ce savoir-faire acquis auprès des Marocains sera transmis à ces jeunes pour davantage créer plus de 300 emplois. ñu di ko war a yóbbu ci réew yi tugal yi muy Espagne woo Maxtaar mi nga xam ne itam moo la ci doon jàppale ci liggéey bi nga ànd ak moom ci liggéey bi ngir won ko Sénégal yëpp ba mu doon royukaay. Ce vaste champ acquis depuis 2009 est pour Serigne Bassirou Abdou Khadre une manière de contribuer à l'économie du pays par la création de richesses et d'emplois. xalaatub lii lu ëpp fukki at ak juróom mu di ma ci xiirtal di ma ci gën a yee. Voilà plus de 15 ans que je me suis investi dans ce champ avec l'aide des Marocains et la supervision de Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké qui m'avait incité à cette forme de culture de la pastèque qui est une nouvelle variété delta basée sur une nouvelle technologie. C'est une manière pour nous de nous investir davantage dans le travail tel que recommandé par Serigne Touba. liñ ci war def lépp ci moom la tàmbalee ci moom la yem kon dañ koy ñaanal rek ci barkeb Serigne Touba. Nous envisageons même d'ériger à côté une dara pour l'apprentissage du Saint-Coran. yàlla defit suñ borom boole ñu technologie bu bees bi ñoom ñoo ko indi ànd ko ñoom gën leen ko leer bañ xam ko. C'est notre contribution dans l'économie du pays et la création d'emplois pour les jeunes. ak jaamu yàlla loolu la jub ndax lii ñu tàmbali tey ci liñ fi war a récolter ëpp na 1200 tonnes ci yoon wu njëkk wi kon loolu ab liggéey la bu am solo boo xam ne dana bokk ci li nga xam ne dana jëriñ réew mi dana jëriñ taalibe yi dana jëriñ waa réew mi yëpp. Dans cette exploitation agricole, Touba Taïsiroul Assir de Pout, la disponibilité de l'eau avec un système goutte à goutte, la récolte de pastèques 3 fois l'année, d'autres variétés de cultures sont aussi prévues. Et tout le dispositif de chargement est prêt pour l'export vers l'Espagne. Agriculture toujours, le budget de la campagne agricole 2022 est porté à 70 milliards par le chef de l'État, une augmentation de 10 milliards de francs CFA, ainsi 40 milliards seront injectés dans les engrais, 12 milliards pour les semences d'arachide, 12 autres milliards pour les autres céréales. Plus de détails dans ce reportage de Pandambo. Le président de la République a validé le budget de la
campagne agricole 2022-2023. Il a porté le budget de cette campagne à 70 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 10 milliards de plus que l'année dernière. À travers cette forte décision prise par le chef de l'État, Macky Sall démontre encore une fois de plus son soutien indéfectible au monde rural. Tout le monde a vu, depuis la Covid, le président de la République avait substantiellement augmenté le budget de la campagne agricole, la faisant passer de 40 milliards à 60 milliards en 2020, 60 milliards en 2021 et cette année 70 milliards. Ça veut dire que le président de la République continue de compter sur l'agriculture pour la résilience de notre économie. De 60 à 70 milliards, une augmentation qui va créer une forte valeur ajoutée pour une agriculture moderne porteuse de croissance. En plus des 41 milliards pour les engrais, il y aura 12 milliards pour les semences, 12 milliards pour les espèces diverses. Dans ces espèces diverses, il faut dire que la plus grande part reviendra au riz, en particulier le riz pluvial, parce que nous comptons mettre en place au moins 8000 tonnes de semences certifiées de riz. Et le président de la République m'a demandé de ne pas augmenter le prix du kilogramme de semences aux producteurs pour maintenir notre ambition d'autosuffisance en riz et de souveraineté alimentaire. Et du coup, les réactions n'ont pas tardé. Je pense que ça, c'est des efforts. Cela montre que le président croit à son agriculture et qu'il est aujourd'hui indéniable que le développement du Sénégal ne peut se passer que par le développement de l'agriculture. Cela ne nous étonne pas. Le président de la République, son Excellence président Macky Sall, place l'agriculture au cœur de son action de développement. Pour une première fois, l'agriculture est placée à un niveau stratégique important. L'agriculture moteur de croissance. L'agriculture moteur de croissance, cela implique des moyens, des stratégies. Et aujourd'hui, le président ne cesse d'accroître ses moyens, ne cesse de donner des orientations stratégiques qu'on est en train de dérouler. Auparavant, le ministre a dressé un bilan satisfaisant de la campagne de commercialisation de l'arachide à 100 jours de collecte. Déjà 103 391 tonnes, dont plus de 78 000 tonnes de semences certifiées sont sécurisées. Pour la Sonacos, il faut compter plus de 100 000 tonnes contre 68 000 tonnes. En 2021, les huiliers qui obtiennent 109 000 tonnes et les exportateurs qui ferment le tableau avec 138 000 tonnes de collecte. Et nous avons justement en plateau le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, professeur Moussa Baldé. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, vous préparez la campagne agricole 2022, une campagne avec un budget de 70 milliards, un budget qui a connu une augmentation de 10 milliards. Qu'est-ce qui explique cette augmentation? Merci beaucoup. Comme nous venons de le dire dans l'élément que nous venons de suivre, le président de la République a validé le mercredi dernier notre budget pour la campagne agricole à venir, l'hivernage, l'horticulture et la contre-saison chaude, en particulier dans la vallée du fleuve Sénégal. Il a porté à 110 milliards pour deux raisons principales. La première, c'est que vous savez que le président, depuis l'arrivée de la pandémie, avait déjà augmenté 20 milliards en 2020, ensuite a maintenu les 60 milliards, ce qui fait 120 milliards en 2 ans. Cette année, lorsque nous avons fait notre programme, on a vu que si on devait rester à 60 milliards, de deux choses l'une. Soit les subventions vont baisser et donc le prix de l'engrais va augmenter, ce qui explique par exemple l'élément qu'on avait vu avant, que les gens n'ont pas pu acheter de l'engrais non subventionné parce que l'engrais est trop cher. Donc, il faut soit on maintient donc les subventions et diminuer les quantités ou bien augmenter substantiellement le budget. Et donc le président de la République a décidé, conformément à sa vision, d'avoir une agriculture forte, avec une croissance bien sûr régulière de notre production, d'augmenter 10 milliards. Ce qui nous permettra d'injecter quasiment la même quantité d'engrais, voire plus, que l'année dernière, y compris de l'engrais bio. Ce qui nous permettra d'injecter la même quantité de semences d'arachide, la même quantité de semences de riz, de niébé, etc. Donc, ce budget-là, c'est pour nous permettre, bien sûr, de maintenir
le niveau de production, voire l'augmenter. Comment l'augmenter? Mais bien sûr, en augmentant la mécanisation, en optimisant, par exemple, les intrants. Et ça, c'est l'objectif et le travail du ministère de l'Agriculture. Et est-ce que les besoins en semences seront couverts? Vous savez, le gouvernement n'a jamais eu pour ambition, par exemple, de subventionner toutes les semences d'arachide cultivées au Sénégal. Ce que nous faisons, c'est que nous avons un taux de subvention qui couvre quasiment la moitié des emblavures, ce qui permet d'être sûr qu'il y aura au moins environ 500 000 hectares qui pourront être cultivés pour l'arachide au Sénégal. Pour l'engrais, c'est à peu près pareil. Les subventions concernent à peu près la moitié des emblavures, ce qui est déjà énorme. Je vous dis que dans la sous-région, notre engrais est tellement subventionné qu'il y a des risques des fois d'exportation de l'engrais vers les autres pays voisins. Donc vous avez pris des mesures pour éviter cela? Bien sûr, bien sûr. Quand, bien sûr, on commencera la distribution des intrants, on travaille avec le ministère du Commerce, le ministère des Forces armées et le ministère de l'Intérieur pour que, bien sûr, l'engrais subventionné au Sénégal ne se retrouve pas dans d'autres contrées, sauf si, bien sûr, on décide d'aider des pays voisins. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que si nous avons un bon hivernage, bientôt on aura les prévisions météorologiques, le Sénégal pourra, comme nous le souhaitons, espérer aller chercher la barre des 4 millions de tonnes de céréales, éventuellement 2 millions de tonnes d'arachide. Donc, à partir d'aujourd'hui, le budget étant voté, le ministère de l'Agriculture est mobilisé et nous demandons une forte mobilisation des agriculteurs, des producteurs, des Sénégalais, notamment la jeunesse, parce que, vu le contexte international, ce qui est souhaitable, c'est que nous assurions notre sécurité alimentaire. Et ça se fera par la mécanisation aussi? Ça se fera. En est-il justement du matériel agricole? Le matériel agricole, vous savez, le président de la République, c'est lui qui a décidé d'ériger le ministère de l'Agriculture en ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Et a créé une direction qui s'appelle la direction de la modernisation et de l'équipement rural. Alors, cette direction, à travers ces programmes, a pu injecter, dans le cadre du PRATAS, presque 2000 tracteurs pour les producteurs du Sénégal. Le 31 décembre dernier, le président de la République l'a annoncé lui-même. Il a initié un programme ambitieux pour encore davantage moderniser notre agriculture. C'est plus de 700 tracteurs qui sont attendus, plus de 50 moissonneuses, sans parler du matériel pour l'horticulture et pour d'autres spéculations. Donc, le Sénégal, sous l'ère Macky Sall, va entrer résolument vers une agriculture moderne. C'est ça qui nous permettra d'assurer notre sécurité alimentaire. Et comme je dis, le contexte actuel montre que si on veut la souveraineté tout court, il faut d'abord avoir sa souveraineté alimentaire. Est-ce que vous avez déjà fait votre planning pour la mise en place des semences, de l'engrais, du matériel agricole? Oui. Alors, comme l'année dernière, il y a eu beaucoup de tensions sur les engrais, cette année, au mois de novembre, nous avions déjà discuté avec les ICS pour qu'ils puissent produire l'engrais dont on a besoin pour l'hivernage au plus tard le 31 mai. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons discuté avec les ICS et ils ont presque produit 80% de nos besoins pour l'hivernage. Donc, ça veut dire que nous, notre budget étant validé, nous allons commencer dès les semaines prochaines à notifier aux opérateurs pour qu'on puisse distribuer les semences d'arachide, par exemple, à partir du mois d'avril et l'engrais à partir du mois de mai. Donc cette année, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse avoir des mises en place optimales pour des productions maximales. Parlons du blé que nous importons. Est-ce que, avec la crise ou la guerre en Ukraine, votre département a pris des mesures? Vous savez, en ce qui concerne, par exemple, la fourniture du blé pour le pain que nous allons manger demain ou pendant le Ramadan, cela relève du ministère en charge du commerce. Par contre, le président de la République a instruit le ministère de l'Agriculture de réfléchir sur comment promouvoir la culture du blé au Sénégal pour être indépendant des importations.
Il y a déjà des recherches qui ont été menées, il y a déjà des expériences qui ont été faites, et tout laisse croire qu'on peut développer la culture du blé au Sénégal. Et à partir de cet hivernage, nous allons voir, ou au niveau des zones irriguées, comment démarrer la culture du blé au Sénégal. Bien, le blé, il faudra peut-être quelques recherches avec des institutions spécialisées. Oui, l'ISRA a déjà homologué, à ma connaissance, des semences. Il y a déjà des expériences qui ont été menées. Il suffit de consolider tout ça pour aller vers une production importante. Monsieur le ministre, je rappelle que le budget de la campagne agricole 2022 est porté à 70 milliards de francs CFA par le chef de l'État, soit une augmentation de 10 milliards de francs CFA. Nous attendions un élément sur la mécanisation avec des projets lancés par le chef de l'État qui tient à ce qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Reportage. Depuis l'avènement de son Excellence Macky Sall à la tête du Sénégal, l'agriculture sénégalaise ne cesse de se moderniser grâce à une mécanisation motorisée et raisonnée actée par une forte volonté politique. C'est ainsi qu'en 2012, en collaboration avec la Coalition africaine pour le développement de la riziculture CARD et la JICA, une première politique de développement de la mécanisation a été élaborée avec comme objectif de contribuer à la modernisation et l'intensification raisonnée de l'agriculture nécessaire pour améliorer la productivité des systèmes de production et étendre les superficies. 10 ans après, un volume financier de près de 80 milliards de francs CFA a été injecté pour faciliter l'accès des producteurs aux équipements pour les différents maillons de chaîne de valeur agricole. C'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier de lancement de la stratégie nationale de mécanisation financée par la BAD, Banque africaine de développement, à travers le partenariat entre la DEMER et le Proval CV. Cette actualisation de la stratégie vient à une période où l'État du Sénégal déploie des efforts louables et considérables pour la mécanisation du secteur dans le cadre de sa vision pour la transformation de l'agriculture sénégalaise. Avec 30% de taux de décaissement et 65% de taux d'engagement à ce jour, nous vous exprimons notre entière satisfaction du niveau d'exécution du Proval CV et de l'excellent engagement de l'équipe de projet et de l'ensemble des partenaires. Je pense que c'est encore davantage une meilleure amélioration, une meilleure prise en compte de notre agriculture. Je pense qu'on doit dépasser, et le président l'a compris, le ministre de l'Agriculture l'a compris, la culture attelée. Il faut accentuer davantage la mécanisation agricole. C'est à partir de cela qu'on arrivera à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il est attendu de cette nouvelle stratégie l'identification des contraintes liées à la mécanisation agricole, la proposition de solutions innovantes, mais également la proposition de mesures d'accompagnement, d'incitation politique, commerciale et fiscale, sans compter la promotion d'initiatives industrielles et entrepreneuriales et de création d'emplois, et enfin identifier les mesures nécessaires pour la professionnalisation du secteur agricole. Alors, vous l'avez vu, monsieur le ministre de l'Agriculture, la modernisation ou la mécanisation agricole, c'est tout un programme. Oui, bien sûr, et il est nécessaire d'avoir une stratégie. Le programme du président de la République pour la mécanisation, c'est un programme bien réfléchi, rationnel et durable. C'est pour cela que, depuis que les programmes ont commencé, c'était d'abord 200 tracteurs, ensuite 1000, on est presque à 2000, on en attend 700. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ceux de 2012 continuent à travailler. Pour cela, il faut beaucoup de maintenance, il faut un suivi, il faut du bon matériel. Et donc, je pense que la stratégie que nous allons renouveler ici, c'est pour permettre à la mécanisation sénégalaise de ne pas connaître ce qu'on a connu quelques années avant, c'est-à-dire un coup on mécanise bien, quelques années après on a un cimetière de matériel. Non, il faut une mécanisation soutenue, durable, qui soit profitable et qui permettent de donner vraiment une production accélérée à notre agriculture. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, notre invité ce soir. L'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a stabilisé un document juridique fixant les conditions d'ouverture, les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge de la petite enfance. Le document sera soumis au président de la République, Badesek et Massamba Diagne.
Cet atelier réunit les différents acteurs du sous-secteur de la petite enfance. Objectif, peaufiner le processus d'élaboration du projet de loi fixant les conditions d'ouverture et les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge de la petite enfance. L'objectif majeur de cette politique est, je cite, d'assurer à tous les enfants sénégalais de la conception à 8 ans, issus en priorité de milieux défavorisés, l'accès à des services adéquats et intégrés au sein des familles et des structures selon une approche participative la plus large pour que chacun d'entre eux bénéficie d'un appui de nature à lui garantir la survie, le développement, la protection, l'insertion sociale harmonieuse et la réalisation personnelle. Dans les structures de prise en charge de la petite enfance de 0 à 3 ans, on note souvent des dysfonctionnements liés à des problèmes d'encadrement et de respect des normes et standards pour l'épanouissement des enfants. Nous souhaitons que le processus aille plus vite pour que, au niveau du sous-secteur pour concerne les crèches et les structures assimilées, on ait un texte qui vienne réglementer les conditions d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement de ces structures. Il y a tout un tas de documents qui est demandé aux déclarants responsables. Il faut se rapprocher du maire, du gouverneur, le procureur aussi est impliqué. Et c'est par la suite que le document nous parvient pour être transmis à la tutelle technique au ministre pour autorisation provisoire. Et il y a un suivi, il y a une enquête qui est menée sur le déclarant responsable, mais également sur le bâtiment et les équipements qui sont utilisés pour la prise en charge de l'enfant. La direction de l'Agence nationale de la petite enfance et la Case des tout-petits a invité tous les acteurs à développer le parrainage des bébés, l'élaboration d'un programme d'éducation parentale, l'élaboration d'outils de gestion des structures de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans, l'aménagement des espaces d'éveil et de stimulation précoce dans les structures d'accueil. La mission de l'UEMOA a été ce matin dans les locaux d'Africa Rice, nommé Centre d'excellence par l'Union. Les deux structures ont noué un partenariat depuis 2010 dans certains domaines pour accroître l'économie des pays membres. Diana Badia. Africa Rice, une structure importante de l'UEMOA pour la performance et la compétitivité de l'économie de ses pays membres. La mission de l'UEMOA en tournée dans la région n'a pas manqué de mentionner la position d'Africa Rice. Comme vous le savez, Africa Rice est un partenaire important pour l'UEMOA. Non seulement Africa Rice a été labellisé centre d'excellence de l'UEMOA parmi 20 centres d'excellence, avec une sélection très difficile au départ, mais surtout avec un appui vraiment marqué d'Africa Rice pour maintenir le cap de l'excellence. La collaboration des deux entités qui remonte à l'année 2010 porte sur l'éducation, l'agriculture et les questions relatives à la recherche. UEMOA il a financé un projet pour aussi voir comment on peut renforcer les autres côtés de filière rizicole. Ça veut dire les différents côtés de production de paddy et aussi pour la production de semences. Mais en plus, il y a cette centre de formation que l'UEMOA aussi a vraiment aidé Africa Rice pour voir comment développer une salle d'informatique. Des jeunes et des femmes ont bénéficié de formations dans le cadre de ce partenariat. Africa Rice a eu à développer des variétés résilientes, donc adaptées au changement climatique, pour dire les variations des températures, les pluviométries qui sont très souvent mal maîtrisées et autres, mais également les coups de froid qui entraînent des baisses considérables de rendement au niveau des exploitations. On n'atteint pas encore l'autosuffisance alimentaire et qu'on a besoin donc des partenaires pour la recherche, pour aider les jeunes et les femmes qui sont dans l'agriculture, qui sont très dynamiques. Africa Rice apporte ainsi un appui à la recherche et à la politique agricole de l'Union pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, un des chantiers majeurs de l'UEMOA. 15e Assemblée générale de l'AFROSE, l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. À l'ordre du jour, l'examen et l'approbation des projets de statut et la tenue d'assises portant sur l'audit des industries extractives et la place des données massives dans le milieu professionnel. Le compte-rendu de Philomène Constance Diagne.
Après une réunion virtuelle au mois de juillet dernier, la FROSAI rassemble en présentiel ses membres. L'organisation régionale, créée depuis 1976, réfléchit à l'élaboration de textes conformes aux exigences de la modernité en procédant au toilettage de ses statuts. Nous allons mettre en place une direction exécutive, des commissions techniques et un comité directeur, un secrétariat général nouveau. Vraiment, nous allons changer de mode de fonctionnement afin que nos ISC puissent jouer véritablement le rôle attendu d'elles par les citoyens, les parlementaires, les usagers, le peuple sénégalais. Au-delà de nouvelles règles de fonctionnement et de nouvelles commissions, la FROSAI se penche sur le secteur des industries extractives et les données massives, deux domaines porteurs de ressources économiques où il est nécessaire de prévenir l'impact négatif des flux financiers illicites. Vous savez, les industries extractives, depuis des années, la Cour des comptes fait annuellement un rapport sur la comptabilisation des recettes issues de ces industries extractives. C'est un travail qui n'est pas tellement connu de vous, parce que vous ne fréquentez pas la Cour. Ça, c'est un reproche que je vous fais. Mais c'est un travail important que nous faisons annuellement. Ouais, pour voir est-ce que les encaissements déclarés sont conformes aux encaissements qui sont comptabilisés par le Trésor et par les autres administrations financières. Alors, les big data, ce sont les données massives. Actuellement, c'est un monde aussi en mutation. Nous, instance supérieure de contrôle, nous ne pouvons pas nous passer de l'utilisation de ces technologies pour mieux faire notre travail. Parce que nous devons nous automatiser, travailler vite comme vous le souhaitez, comme vous l'exigez. Les cours doivent produire plus, produire mieux, donc assurer une qualité, mais aussi sortir le rapport dans les délais. Cette rencontre de Dakar va permettre à l'organisation de se rénover. Ainsi, les nouveaux opérants et leurs interactions pourront moderniser et accroître la performance et l'intégrité des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. 782 millions de francs CFA, c'est la contribution cumulée des industries minières dans la région de Matam hors paiements sociaux. C'est ce qui ressort du rapport 2020 de l'ITIE. Pour une bonne compréhension de ce document, une séance de présentation s'est tenue à Matam. Ibrahima Pabidjeju. Ce partage des résultats du rapport 2020 de l'ITIE a permis de mesurer l'apport des industries extractives qui opèrent dans la région de Matam. Face aux populations venues de différentes localités et l'ensemble des services de l'État et des représentants de la société civile, des explications nécessaires ont été fournies. Alors pour la région de Matam, il faut tout de suite rappeler qu'il y a une contribution globale pour toutes les sociétés qui opèrent dans la région à hauteur de 782 millions. Mais comme vous le savez, l'entreprise principale, en l'occurrence Somiva, a contribué à hauteur de 600 millions. Mais il faut ajouter, à côté de ces paiements directs, la société Somiva aussi a contribué au titre de l'achat des biens et services à hauteur de 9 milliards pour les fournisseurs locaux, mais également à hauteur de 6 milliards pour les fournisseurs étrangers. Il faut ajouter aussi ce qu'on appelle les dépenses sociales volontaires. C'est ce qu'on traduit communément la RSE. La société Somiva a contribué à hauteur de 124 millions. Le gouverneur de région qui a présidé cette séance salue cette dynamique de transparence. L'ensemble des acteurs se sont exprimés librement. L'exercice s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transparence et de réduction des comptes dans le sillage des initiatives qui ont été posées par la plus haute autorité de ce pays, à savoir son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est vous dire donc que le dialogue doit être permanent entre l'ensemble des acteurs qui interviennent au niveau donc de la région de Matam, que ce soit les responsables des sociétés donc extractives et que ce soit également les membres de la société civile et des populations qui normalement doivent être bénéficiaires de certaines retombées. Il est logique qu'on aille vers les populations et qu'on y passe du temps pour discuter avec eux, recueillir leurs avis, leurs préoccupations pour les remonter. La prise en compte des questions environnementales a été aussi une des préoccupations.
Les acteurs ont plaidé pour plus d'attention à ce volet. Pour l'année 2020, la contribution globale du secteur extractif s'élève à plus de 185 milliards de francs CFA, dont 167 milliards affectés au budget de l'État, soit une hausse de plus de 24 milliards par rapport à l'année 2019. Désormais, le point Covid du jour se fera sous forme d'un communiqué hebdomadaire que le ministère de la Santé et de l'Action sociale va publier. Et voici d'ailleurs le premier communiqué sur 1081 tests réalisés. 3 cas sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,27%. 3 cas communautaires ont été répertoriés. Dakar, 1 cas, Thiès, 1 cas et Mbour, 1 cas. 7 patients sont déclarés guéris. 3 cas graves sont en réanimation. À ce jour, on a dénombré 85 818 cas positifs, 83 810 guéris, 1964 décédés, 43 sous traitement et 1 457 064 personnes vaccinées. Le plus grand navire hôpital civil du monde est attendu au Sénégal au mois de mai. Les cérémonies de mise en service du Global Mercy vont se dérouler à Dakar et à l'occasion de la journée de l'Afrique. Le Sénégal est ainsi désigné premier pays hôte du Global Mercy. Pour rappel, le Sénégal a participé pour $100 000 à la construction de ce navire hôpital et c'est grâce à l'intervention du chef de l'État, Ramatadem. Le plus grand navire hôpital civil du monde est amarré à Rotterdam. Un navire de 37 000 tonnes construit en Chine en un temps record va ouvrir ses portes pour quelques jours au public. Sa mission humanitaire en mai à Dakar au Sénégal est la première de ses missions des 50 prochaines années. Annonce officielle faite à bord du navire en présence d'une délégation ministérielle sénégalaise. Il s'agit du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr et du docteur Serigne Gueye Diop, ministre conseiller à la présidence. Le directeur général de Mercy Ships se dit réjoui du partenariat croissant avec le Sénégal et les autres nations africaines. Le Global Mercy va doubler ses opérations chirurgicales vitales. Le président de la République, Macky Sall, fait partie des premières autorités de ce monde à avoir contribué à la construction de ce navire hôpital pour $100 000. En plus de cela, Mercy Ships salue l'action du chef de l'État Macky Sall qui, par son soutien et son intervention, a marqué un acte fort dans le processus d'acheminement du navire. Ainsi, il a permis, grâce aux axes de coopération qui lient le Sénégal et l'Égypte, permettre au Global Mercy de traverser gratuitement le canal de Suez, ce qui va aider plusieurs milliers de personnes supplémentaires en Afrique, a déclaré Mercy Ships. 2 grands événements sont également attendus à Dakar, un symposium international sur le renforcement des systèmes de soins chirurgicaux, obstétriques et anesthésistes. Et Mercy Ships va également célébrer ses 30 ans de partenariat en Afrique le 25 mai à Dakar. Le Global Mercy, c'est 174 mètres de long, 28,6 mètres de large, une jauge brute de 37 000 tonnes, 6 salles d'opération, 200 lits d'hôpital, un laboratoire, 7000 mètres carrés de superficie, entre autres. Et l'ouverture à Dakar de la 20e Assemblée générale du district 909 de l'International Inouï, une organisation féminine créée il y a près d'un siècle. Elle œuvre pour l'autonomisation des femmes et la protection des enfants. Le compte-rendu de Mariama Dramé. Elles sont venues de la sous-région ouest-africaine et d'ailleurs pour assister à la 20e Assemblée générale annuelle du district 909 de l'International Inouï. Une organisation féminine créée en 1924, son objectif, améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Nous servons les femmes et les enfants d'abord qui sont dans la détresse, qui sont démunis, qui ont des problèmes non seulement de nourriture, de santé, d'éducation. Nous nous battons pour la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Nous nous battons pour que les femmes porteuses de fistules obstétricales, qui en général viennent des zones rurales très éloignées et qui sont vraiment dans une pauvreté presque absolue, nous nous battons pour qu'elles soient soignées et qu'elles puissent être réinsérées dans la société avec des formations qui leur permettent d'avoir des ressources propres à elles.
Pour cette édition 2022, c'est Dakar, la capitale sénégalaise, qui a été choisie. Pendant 5 jours, les participantes se sont réunies pour créer l'amitié, le service et la compréhension. L'éducation, la santé, l'autonomisation et l'opportunité. Et la présidente a sorti son thème, le Pink First, rose en priorité, c'est les femmes d'abord. Quand elle parle de rose, elle parle des femmes. C'est pour cela, nous, au niveau du district, mes orientations portent sur l'autonomisation, aider les femmes à être autonomes. Avec plus de 109 000 membres bénévoles à travers 104 pays, l'International Inno-Wheel est l'une des plus importantes ONG féminines. Elle siège aux Nations Unies depuis 1988 et s'inscrit dans les 17 objectifs de développement durable, particulièrement pour l'autonomisation des femmes et des jeunes et la préservation de l'environnement. Le district 909, dont le Sénégal fait partie, regroupe également les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Togo. Le directeur général de l'AIBD, Doudouka, offre 3 ambulances aux communes de Pire, Sagna et Mabadiarou, un don qui vient renforcer la politique sanitaire de l'État du Sénégal. Maman Sagna. Mamadou Ndoye Ban, tout fier de recevoir une ambulance au nom de la commune de Pire-Gourey. Une ambulance médicalisée offerte par l'aéroport international Blaise Diagne à IBD. À l'instar de Pire, la commune de Sagna et la commune de Mabadiarou ont reçu des ambulances. Au total, ce sont 3 ambulances qui sont mises à la disposition de ces localités pour les soutenir dans leur politique sanitaire. Une ambulance à Siwol, qui est, comme vous le savez, mon village d'origine, donc qui manquait d'ambulance. L'ambulance qui était là-bas était en panne. Et c'est un moyen important pour satisfaire aux besoins des populations. Et enfin pour la commune de Pire, avec mon ami Ndoye Ban. Devant les maires des 3 communes, le DG de la IBD a rappelé l'urgence de venir en aide aux populations de ces 3 localités. Aussi a-t-il précisé que ce geste hautement symbolique entre dans le cadre du soutien qu'apporte régulièrement le chef de l'État aux collectivités territoriales dans sa politique d'accès des populations aux soins sanitaires d'urgence. Et donc nous l'avons fait dans beaucoup de communes. Aujourd'hui, c'est un plaisir que nous avons pu, avec le concours de ses amis, avoir la possibilité de donner 3 ambulances. Nous avons décidé d'accompagner la politique du chef de l'État en matière d'accès universel aux soins de santé. Au nom des bénéficiaires, le maire Samba Ndiaye a remercié l'AIBD et son directeur général pour l'accompagnement. Il n'a pas manqué de garantir un bon entretien à ces véhicules qui viennent soulager des milliers de personnes qui en avaient beaucoup besoin. Les ambulances ont ensuite pris les directions de Sagna, Kermbaba et Pire-Gourey, précisément le village de Ka. Les femmes du ministère du Développement communautaire sont célébrées pour leur engagement et leur dévouement. Elles ont en effet contribué aux efforts nationaux pour l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes à Wengaya. La Journée internationale des droits des femmes a été célébrée pour favoriser le développement communautaire. Le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a pour mission d'améliorer les conditions de vie des populations grâce à la création d'une économie locale pour un développement durable. Nous voulons lancer dans les prochains jours la stratégie nationale du développement communautaire et prétexte a été trouvé pour mettre la main sur ces missions de développement communautaire, mais aussi sur l'apport que le développement communautaire a dans la politique nationale de l'autonomisation des filles et des femmes. Le développement communautaire est une priorité stratégique pour le gouvernement du Sénégal. L'intervention communautaire est importante. Les valeurs d'équité et d'égalité sont aussi les points forts. Il y a des commémorations qui sont plus que des commémorations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la journée du 8 mars, si on en arrive là aujourd'hui à la célébrer, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui se sont battues, des femmes qui ont été des martyrs pour qu'on puisse aujourd'hui nous mettre autour d'une table et réfléchir autour des thématiques qui nous intéressent particulièrement. C'est la raison pour laquelle c'est une commémoration, mais c'est aussi des journées de réflexion.
Équité sociale et territoriale, enjeu pour l'autonomisation des femmes et des filles dans une perspective communautaire de lutte contre les changements climatiques. C'est un thème pertinent. La Journée internationale de la femme est l'occasion de célébrer les progrès réalisés pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Sur l'international, la guerre en Ukraine avec des combats autour de Kiev, la capitale. Pendant ce temps, le président ukrainien cherche soutien auprès de ses alliés. Le récit de Moussa Mané. Passe d'armes entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Le président américain n'a pas été tendre avec son homologue russe. Il l'a traité de criminel de guerre. Le Kremlin a rapidement répliqué en qualifiant les propos du locataire de la Maison-Blanche d'inacceptables et d'impardonnables. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aux États-Unis d'imposer une zone d'exclusion aérienne et plus d'équipements pour se défendre contre l'agresseur russe. Toutefois, la demande de Kiev est refusée par l'administration américaine. Joe Biden affirme que fermer le ciel ukrainien entraînerait une troisième guerre mondiale. Néanmoins, le président américain a autorisé une aide militaire de près de 800 millions de dollars avec des équipements qui devraient permettre à l'Ukraine de mieux se protéger contre les frappes aériennes russes. À la recherche toujours de soutien militaire, le président Zelensky s'est adressé aux députés allemands à la Bundestag à Berlin. Pendant ce temps, sur le théâtre des opérations, l'armée russe continue de resserrer l'étau autour de Kiev. Sur un autre registre, le Kremlin a rejeté ce jeudi la décision